Mesdames, Messieurs, chers amis et amis du domaine et musée royal de Marimont, chacun en vos titres et fonctions, soyez les bienvenus. On est très heureux de vous accueillir pour cet événement extraordinaire et très attendu qu'est l'inauguration du pavillon des fresques de Bosco Reale, des fresques qui, vous le savez, ont été classées trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2020 déjà. Alors on est réunis aujourd'hui pour célébrer le retour des fresques à Marimont après une longue restauration. Il y a plusieurs intervenants qui auront l'occasion de vous en parler. Et pour ce retour, il y a tout un magnifique pavillon qui a été conçu pour leur offrir l'écrin qu'elles méritent. Et ce pavillon, on l'inaugurera tous ensemble tout à l'heure à l'issue de cette séance. Alors à ce moment exceptionnel, invité exceptionnel, je vais vous faire un petit déroulé des 2 heures qui vont suivre. Dans quelques minutes, Bénédicte Linnart, qui est ministre de la Culture, entre autres, du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, s'adressera à vous, suivi de Valérie Glatini, ministre de la Recherche scientifique pour ce même gouvernement, parce que vous le savez, le musée de Marimont est un établissement scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors on reviendra ensuite sur l'aventure institutionnelle qu'a représentée la restauration des fresques avec 3 personnes qui sont liées de près au musée. Il y a Madame Annie Verbank-Pierrard, qui est la conservatrice sortante de la section Grèce-Rome du musée. Suivra Philippe Anglebert, qui est responsable de la régie des collections, et Nicolas Amoroso, qui est le successeur d'Annie Verbank-Pierrard. Ensuite, il y aura 2 courtes allocutions sur l'exceptionnelle campagne de restauration qui a été mise en place et sur le projet scénographique en lui-même. On entendra Béatrice Amadei, qui est la directrice du Centre d'études des peintures murales romaines de la ville de Soissons, suivie de Sarah Noël du studio d'architecture SNCDA et Richard Vanlet, qui a collaboré au projet en tant qu'artiste. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir notre invité d'honneur, le professeur Massimo Ossana, qui est directeur général des musées italiens, pour une conférence sur les nouvelles découvertes de Pompéi, puisque vous le savez certainement, il a été à la tête du site archéologique pendant de nombreuses années. Alors à l'issue de la conférence, si on a un petit peu le temps, il y aura des questions-réponses. Voilà, ça va un petit peu dépendre du timing. Et si jamais on n'a pas l'occasion de vous donner la parole, n'hésitez pas à aller interpeller les différents intervenants lors du walking dinner qui suivra cette séance. Alors sachez aussi que les différentes interventions sont filmées, ça ne vous concerne pas en tant que public, ça concerne uniquement les orateurs. J'espère que c'est OK pour vous parce que ce sera rediffusé sur la chaîne YouTube du musée par la suite. J'espère que tout est clair pour vous et si c'est bien le cas, je vais accueillir à présent Richard Wemirs, qui est le directeur du domaine et musée royal de Marimont, pour vous accueillir comme il se doit. Bien. Bonjour à tous. Madame la ministre de la Culture, Madame la ministre de la Recherche scientifique, Madame la députée, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chers partenaires, chers amis. C'est pour mes équipes et moi un immense plaisir de vous accueillir à Marimont pour cette soirée exceptionnelle, une soirée dédiée à la culture, au patrimoine, à l'art, à la recherche aussi. Nous inaugurons ensemble ce soir un nouvel espace du parcours permanent du musée, un espace qui met à l'honneur l'un de nos grands chefs-d'œuvre, l'un des fleurons de nos collections, les fresques de Bosco Reale. Des fresques extraordinaires qui font la réputation de Marimont à travers le monde et dont la valeur archéologique, historique, scientifique et artistique leur a valu d'être reconnus, on vient de le dire, comme trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De Pompéi à Marimont, telle est l'histoire de ces fabuleuses peintures qui ornaient à la fin de la République romaine les murs d'une luxueuse villa de campagne située à Bosco Reale, sur les pentes boisées du Vésuve, avec une vue donnant sur la baie de Naples. Alors, lors de l'éruption du fameux volcan, donc en 79 de notre ère, à une date que l'on situe désormais davantage à l'automne plutôt qu'à l'été, eh bien l'ensemble de ce secteur se retrouve enseveli sous une pluie de cendres.
Alors l'exploration des cités antiques du Vésuve s'amorce durant le siècle des Lumières pour se prolonger encore aujourd'hui, comme nous le verrons avec notre invité d'honneur, le professeur Massimo Osanna. Mais notre villa, elle ressurgit à l'aube du XXe siècle avec ces magnifiques peintures. Des peintures qui sont, pour une bonne partie d'entre elles, vendues à Paris un peu plus tard, 3 ans plus tard, en 1903. Une vente exceptionnelle à laquelle participe notre fondateur, le bienfaiteur de Marimont, Raoul Warroquet. Une fois à Marimont, les fresques acquises par Warroquet, 8 panneaux au total, s'ouvrent à une nouvelle vie, suscitant l'admiration des visiteurs comme l'attention des conservateurs qui se sont succédés. Il y a environ 15 ans, donc vers 2007, la conservatrice des antiquités grecques et romaines, Madame Annie Verbank-Pierrard, va prendre l'heureuse initiative de revaloriser cet ensemble en lui consacrant un programme aux enjeux multiples. Il s'agissait d'une part de réétudier ces fresques dans leur environnement d'origine, donc dans la villa romane, mais aussi de stabiliser ces peintures par une nouvelle restauration et enfin de les doter d'une nouvelle présentation. En 2010, donc assez rapidement, un grand colloque international, organisé d'ailleurs en présence de certains d'entre vous, va servir d'assise scientifique à une solide publication qui sera publiée 3 ans plus tard avec la caution d'Alix Barbet, spécialiste ô combien éminente de la peinture antique. Et vous avez cette publication ici, le beau coffret, qui est à mes pieds. Quant à la restauration, quant à la scénographie, eh bien, ces aspects-là du projet nécessitaient des moyens considérables, des moyens importants, que nous avons obtenus en 2015 grâce au soutien du fonds Baillet-Latour, via un appel à projet géré par la Fondation Roi-Baudouin. Alors, le fonds Baillet-Latour, la Fondation Roi-Baudouin, 2 organisations philanthropiques que je souhaite remercier évidemment très chaleureusement ici ce soir, tout en saluant évidemment le rôle tout particulièrement décisif qu'a joué Anne de Broek pour la Fondation. Donc un mécénat d'exception. Et ce mécénat, il nous a permis de nous associer en 2016 à l'un des laboratoires de restauration les plus réputés, les plus expérimentés en la matière, le Centre d'études des peintures murales romanes de la ville de Soissons. Grâce au talent de Béatrice Amadei et de son équipe, vous écouterez Béatrice tout à l'heure, les fresques vont retrouver au fil des opérations leur apparence originelle, leur authenticité, leur matérialité, leur éclat. Une restauration de pointe, donc, qui aura duré 3 ans et qui méritait une scénographie à la hauteur. Alors, cette délicate mission, elle sera confiée en 2019 à l'artiste Richard Venley et au studio d'architecture bruxellois SNCDA qu'a fondé, que gère toujours aujourd'hui Sarah Noël Costa de Arrojo. Donc, un bureau d'architecture et un artiste qui ont constitué une équipe expérimentée qui a acquis ses lettres de noblesse dans de nombreux musées, y compris à l'international. Et cette équipe, elle a réussi un véritable tour de force. Ce tour de force, c'était celui de mettre en valeur ces fresques dans une création architecturale contemporaine. Une création qui dégage une esthétique abstraite, une esthétique raffinée, tout en réinterprétant subtilement le cadre de vie de la villa romane. Donc si cette soirée inaugure ce nouvel espace, elle couronne donc également un projet hautement collaboratif, dans lequel se sont investis de nombreux partenaires, mais aussi le personnel de Marimont, et en particulier Annie Verbank, Philippe Englebert et, depuis 2020, Nicolas Amoroso. Je me dois de remercier, évidemment, et de saluer le travail de nos partenaires, mais aussi celui de mes collègues, sans oublier ceux qui ont permis l'organisation de cette soirée. Merci aussi à Massimo Osanna qui a accepté notre invitation, qui a bravé les perturbations aériennes. Il représente ici l'Italie, l'État italien aussi, que nous tenions vraiment à associer étroitement à cet événement. Enfin, merci à vous pour votre présence, pour votre soutien envers Marimont. Profitez bien des interventions qui suivent, profitez bien de la conférence de notre invité avant de vous plonger dans notre nouveau pavillon et de vivre l'expérience de sa visite en avant-première. Je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci. Merci à vous, Richard Wémir. Si j'appelle à présent Madame Bénédicte Linard, qui est ministre de la Culture du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à me rejoindre. C'est à vous.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors le Covid nous aura fait patienter, mais on peut enfin se réjouir ensemble du retour définitif des fresques de Bosco-Réal dans les salles du musée royal de Marimont. Cet événement fera date dans l'histoire des musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles, car ces fresques, on l'a dit, sont exceptionnelles, à plus d'un titre, et je sais que les différentes intervenantes et intervenants vont pouvoir appuyer encore le côté exceptionnel de ces fresques. Depuis 2020, ça a été évoqué, ces fresques ont reçu la reconnaissance comme trésor par la Fédération Wallonie-Bruxelles en raison de leur état de conservation, de leur rareté, de leur esthétique, de leur grande qualité évidemment de conception et d'exécution. Et la Commission des patrimoines culturels a aussi reconnu la valeur de l'ensemble auquel appartiennent ces fresques et leur intérêt au regard de l'histoire et de l'histoire de l'art. Alors on a évoqué l'éruption du Vésuve, et donc survivante de cette éruption et désormais restaurées, ces fresques sont évidemment les témoins d'une époque et de moments de vie de cette ère évoquée par M. Wemirs. L'aboutissement de l'impressionnante restauration, vous verrez ça tout à l'heure, qui les ramène à Marimont, témoigne évidemment aussi du dynamisme du musée et de son équipe. Le projet qui nous réunit ce soir allie en effet l'excellence scientifique, la valorisation patrimoniale, mais aussi l'accessibilité culturelle. Ce sont trois aspects fondamentaux de la philosophie du musée et qui font aussi écho aux politiques culturelles que j'essaye de mener depuis le début de cette législature, cette accessibilité à l'art et à la culture. Ouvrir toujours plus de lieux culturels à toutes et tous, et dès le plus jeune âge, c'est une des priorités du gouvernement, c'est une des priorités en tant que ministre de la Culture. Je suis convaincue que pour faire société, dans toute la richesse de sa diversité, la culture est un formidable levier. Alors ça fait 10 ans maintenant que les musées sont gratuits tous les premiers dimanches du mois, en Fédération Wallonie-Bruxelles, et dès la rentrée scolaire 2022, donc en septembre 2022, nous élargissons le champ. Nous avons fait le choix d'offrir à tous les groupes scolaires, aux écoles, de pouvoir accéder gratuitement à tous les musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À cela, en parallèle, nous travaillons à ce qu'on appelle le parcours d'éducation culturelle et artistique, qu'on surnomme PK, qui est un gros projet de renforcement de l'accès à la culture dans les écoles pour tous les élèves de nos écoles. C'est important que chaque enfant, quel que soit son lieu de vie, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa culture, puisse à un moment donné, dans son parcours, être en contact avec des œuvres, avec l'art, avec la culture. Et pour moi, il est essentiel de faire en sorte que, par nos politiques publiques, on puisse permettre cette rencontre pour tous les enfants qui composent notre paysage de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est aussi pour cette raison qu'on doit travailler à lever les barrières qui empêchent certaines personnes d'avoir accès à la culture, que ce soit des barrières parfois géographiques, que ce soit des barrières financières à certains moments, mais aussi symboliques. On sait que pour certaines personnes, pour certaines familles, eh bien, la culture semble inaccessible. Et donc on travaille vraiment à lever ces barrières pour permettre aux œuvres de rencontrer leur public. Alors je voudrais souligner dans ce cadre la belle décision prise par le musée cette année, en début d'année, de rendre gratuit l'accès aux collections permanentes, ce qui va permettre, entre autres, aux fresques de Bosco-Réal d'être admirées par un très large public sans que le prix ne soit une barrière pour pouvoir jouir de cette belle rencontre. La culture accessible à toutes et à tous, et on le voit encore ce soir vu le monde dans cette salle, est en fait un moment qui nous rapproche, est un moment qui favorise les échanges. Cette rencontre avec l'œuvre, avec l'art, avec la culture participe aussi au rayonnement des villes, des villages et de toute une région. Et donc la soirée de ce soir et ce retour des fresques eh bien, prend toute sa place dans cette idée et dans cette philosophie de pouvoir rassembler les publics variés dans des moments privilégiés de rencontre avec la culture. Je voudrais vraiment remercier toutes les équipes
Je regarde le directeur, mais il y a plein d'équipes derrière, ici ou ailleurs, qui ont permis de ramener ces fresques aujourd'hui dans notre giron de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc merci pour tout ça, merci pour tout le travail que vous allez continuer à mener de médiation culturelle et de rencontres avec les publics, et je vous souhaite une excellente soirée. Ça, je vais arrêter de courir dans tous les sens. Je vais appeler Madame Valérie Glatini qui va s'adresser à vous en tant que ministre de la Recherche scientifique du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Madame la ministre, chère Bénédicte, Madame la députée, Monsieur le directeur, chers amis du domaine et musée royal de Marimont, c'est un véritable plaisir d'être présente aujourd'hui. Alors on dit souvent que c'est un plaisir, mais il y a des plaisirs qui sont plus véritables que d'autres, et ça, c'en est un, vraiment. Parce que Marimont, c'est un lieu de production, de diffusion, de valorisation des savoirs, où, on l'a dit, il y a des enjeux scientifiques, des enjeux culturels, et puis aussi des enjeux sociétaux qui vont se combiner tout naturellement. Et donc c'est une fierté aussi de pouvoir compter le musée comme établissement scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et je tiens à féliciter toute l'équipe, évidemment pour l'événement de ce soir, mais aussi tout simplement pour le travail au quotidien. Alors se pencher sur ces fresques, les fresques de Bosco Real, ce chef-d'œuvre de la peinture romaine antique, eh bien cela implique de faire appel à toute une série de compétences scientifiques pluridisciplinaires et des compétences de haute volée. Et par exemple, bien sûr, au premier chef, les archéologues, les conservateurs, parce qu'ils étudient leur histoire depuis la découverte de la villa romaine dont elles sont issues. Et je voulais souligner les travaux de Madame Alix Barbet, chercheuse honoraire au CNRS, Centre national de recherche scientifique français, et fondatrice du Centre d'études des peintures murales romaines de la ville de Soissons. Eh bien, ces travaux, ils sont tout simplement incontournables. Elle est la spécialiste internationale de ce sujet. Et puis, les conservateurs successifs de la section des antiquités grecques et romaines de Marimont sont eux aussi amenés à documenter, à étudier, à publier les panneaux dont le musée de la Fédération Wallonie-Bruxelles et dépositaire. Et saluons en particulier le travail qui a été initié il y a 15 ans par Madame Annie Verbank-Pierrard, qui a donné lieu à l'organisation en 2010 d'un important colloque international sur la villa et l'ensemble des fresques qui ont été mises au jour, un travail qui est prolongé aujourd'hui, on l'a dit, par Monsieur Nicolas Amoroso. Les experts, bien sûr, aussi en restauration de peinture murale antique, le centre de Soissons, il fallait aussi le mentionner, dont le travail patient, le travail délicat a permis non seulement à aboutir à un résultat d'une qualité exceptionnelle, mais aussi au développement des connaissances sur les techniques. Chers amis, je pense qu'on ne doit pas avoir peur des mots, et je pense aussi qu'on ne doit peut-être pas être trop modeste. Nous, francophones, nous pouvons être infiniment fiers de disposer en Wallonie, mais aussi à Bruxelles, de chercheurs qui sont des chercheurs de renommée mondiale et qui sont les artisans de projets à portée internationale. L'étude de la villa de Bosco Real et ses peintures, ça renvoie d'ailleurs au caractère international de la recherche scientifique, et puis aussi à un enjeu tout particulier, celui de développer des réseaux d'échange en Belgique, des réseaux d'échange en Europe, et puis aussi au-delà. Et à cet égard, en tant qu'Européenne convaincue, mais je continuerai bien sûr à encourager toute initiative en faveur de l'ouverture de la science, en faveur de l'open science. Rappelez aussi que nous continuons à encourager avec ce gouvernement le refinancement de la recherche et de l'enseignement supérieur, puisque vous savez que nous avons pris l'engagement collectif de refinancer l'enseignement supérieur à hauteur de 50 millions cette année, 70 millions dès 2023, 80 millions d'ici 2024, et que ce refinancement concerne également la recherche scientifique qui est menée dans nos universités, mais pas que, également dans nos écoles. Nous sommes tous conscients que nous n'avons pas de matière première en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous n'avons plus de charbon, et que finalement la seule matière première dont nous disposons, c'est la matière grise, c'est nos connaissances, c'est notre savoir. Et je pense qu'il faut saluer évidemment l'initiative du Musée royal de Marimont d'avoir aussi associé l'État italien à cette célébration en invitant Monsieur Massimo Ossana,
directeur général des musées d'Italie, a donné la conférence inaugurale, parce que évidemment on sait bien que si une bonne partie des peintures de Bosco Real avaient été dispersées à la suite de la vente organisée en 1903 à Paris, de nombreux panneaux demeurent en Italie dans les collections du fabuleux musée archéologique de Naples. Et relevons enfin le rôle essentiel qui est joué par le mécénat dans le soutien à la recherche scientifique et l'enjeu aussi de pouvoir le développer par toutes les voies utiles et possibles, y compris bien sûr dans le monde muséal. Nous avons donc aujourd'hui, je pense, toutes les raisons de nous réjouir, chers amis, ne nous en privons pas. Merci à vous, Madame la Ministre. Alors, on va s'intéresser à présent à l'aventure institutionnelle qu'a représentée la restauration de ces fresques avec des personnes qui travaillent ou ont travaillé à Marimont. Et la première qui va s'adresser à vous et qui est déjà debout, c'est Madame Annie Vorbank-Pierrard, conservatrice sortante de la section Grèce-Rome et qui a travaillé de longues années sur ce dossier. Annie, c'est à vous. Merci beaucoup. Madame la ministre de la Culture, Madame la ministre de la Recherche scientifique, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie, Messieurs et les représentants du Fonds Baillet-Latour et de la Fondation Rimbaudouin, Messieurs les recteurs, Mesdames les professeurs et Messieurs les professeurs d'université, Monsieur le professeur Rosanna, Mesdames et Messieurs et surtout chers amis de Marimont. Au cours de cette soirée, ensemble, nous allons refaire en images, si vous le voulez bien, le voyage des fresques tel que l'a évoqué tout de suite Monsieur Weimirs. Tout d'abord, nous serons à Pompéi, dès que la première lumière se met, merci beaucoup. À Pompéi tout d'abord, ou plutôt au sud du Vésuve, à Bosco Reale, où a été découverte la première diapositive, merci, voilà. À Pompéi, au sud du Vésuve, où a été découverte cette somptueuse villa. Merci beaucoup. L'une de ces grandes villas suburbaines, ensevelie par l'éruption du Vésuve, comme on vous l'a dit tout à l'heure, en 79 de notre ère. Les fouilles. Les fouilles sont réalisées par un privé, un notable local, Vincenzo de Prisco, qui découvre non pas un trésor d'orfèvrerie, comme celui de la Pisanella, qu'il avait réussi à vendre peu avant au Rothschild et qui se trouve actuellement au Louvre, mais un trésor de fresques splendides, rutilantes, qui comporte une grande originalité d'iconographie, notamment ces panneaux architecturaux, comme celui que nous avons ici à Marimont, et surtout ce qu'on appelle les mégalographies, c'est-à-dire des figures presque à taille humaine qui peuplent véritablement les salles de la villa. C'est extrêmement intéressant, extrêmement impressionnant. Et rapidement, ces fresques sont considérées comme un monument majeur du second style pompéien, celui par exemple de la Villa des Mystères également, celui, comme le disait M. Weimirs, de la fin de la République romaine, des fresques qu'ont pu contempler dans leur villa campanienne Cicéron ou César. Hélas, ces fresques ne se sont pas laissées en place, comme vous l'avez déjà appris bien sûr. Elles sont découpées, mises sur châssis de bois, pour être vendues à Paris, pour le compte de Vincenzo de Prisco, par les antiquaires napolitains Canessa et Arthur Sambon, aux galeries Durand-Ruel à Paris. Donc. Les fresques sont désormais, et c'est là leur triste sort, disloquées, dispersées, non seulement en Europe, mais surtout aux États-Unis, parce que c'est le Metropolitan Museum de New York qui a eu l'occasion, grâce à un gros mécénat, d'en acquérir le plus gros lot, le plus bel ensemble. Mais en Europe, c'est bien Raoul Warroquet qui réunira le plus de panneaux, ainsi qu'une mosaïque. Nous en avons plus que le Louvre, je vous assure. Nous voilà donc revenus à Marimont, un des termes du voyage. Les fresques qui arrivent en 1903 et sont tout d'abord présentées, avec tous les autres antiques de la belle collection Warroquet, dans le pavillon du parc, dont il ne reste malheureusement pas grand-chose, qui s'appelait à l'époque les Bains romains. Malgré plusieurs déménagements, notamment vers le château principal, dès 1910 à peu près, malgré quelques restaurations dont on vous parlera, et de nombreux dangers, comme l'incendie de 1960,
Elles feront toujours, au cours du temps, la fierté de nos collections. Comme je n'ai que quelques minutes pour vous présenter plus d'un siècle d'histoire des fresques à Marimont, nous ferons donc un bond dans le temps et nous effectuerons un retour sur plusieurs années de travail. Enfin, plusieurs années, l'expression est un petit peu naïve, car c'est bien l'aboutissement de décennies de travail dont il s'agit. Dès la fin des années 1980, lors d'une visite d'Alix Barbet à Marimont, nous formons le projet un peu fou d'un jour trouver le moyen, mais quel moyen, sinon d'étudier, du moins de réunir les fresques dispersées de la villa. Une série d'observations successives et une série d'inquiétudes aussi vont nous motiver à persévérer. Je ne cite ici que quelques jalons les plus intéressants. En 1992, je reçois la visite d'un chercheur américain, Vincent Bruno, spécialiste des couleurs de la peinture antique, professeur à la State University of New York et à l'Université du Texas à Arlington, qui était également un artiste peintre, un fin connaisseur de Mark Roscoe, un marin et un amateur de whisky. Il souhaitait présenter les frises monochromes de Marimont, très beau sujet, lors du colloque organisé à cette époque à Amsterdam, Eric Moorman. Et en chemin, bien sûr, il s'était arrêté à Marimont pour étudier les œuvres. En travaillant ensemble avec le photographe Michel Lechien, devant le grand panneau B96, nous nous sommes posé la question du curieux raccord entre les trois parties qui constituent l'ensemble et qui avaient été découpées pour la vente à Paris. Donc il y a 3 morceaux. En comparant, à ce moment-là, tout à coup, avec le livre de référence sur la villa, écrit par l'archéologue italien Felice Barnabei, au moment des fouilles, même en 1900-1901, il nous apparaît que ce raccord n'est pas correct et que les éléments sont trop serrés, ce qui constitue une véritable erreur archéologique à rectifier. Une seconde erreur sera décelée un peu plus tard, à savoir que le socle peint de cette belle composition est manquant, tout simplement, et que tout l'ensemble doit être rehaussé, surhaussé, présenté sur environ plus de 60 cm de haut. J'ai parlé d'inquiétude. L'état des fresques, en effet, devient de plus en plus préoccupant. On observe des écaillages, des fissures, des noircissements. De plus, les fresques sont emmurées dans une structure portante très lourde et fermée. Et il nous est impossible de vérifier l'état des châssis de bois à l'arrière des fresques, ce qui est réellement inquiétant pour des conservateurs. Et donc, en décembre 2007, on vous en a déjà parlé, il est décidé de procéder avec le Centre d'études de peinture murale de Soissons à un état des lieux en vue déjà d'une prochaine restauration. D'autant plus que plusieurs musées détenant des fresques de Bosco-Reale se mettent eux aussi à faire leur restauration. Je pense notamment au Metropolitan Museum et à Amiens. D'autant plus que Alix Barbet vient de retrouver à la Villa Kérylos, dans le sud de la France, 3 panneaux perdus de vue depuis la vente de 1903. D'autant plus que nous réalisons qu'il n'existait guère de vision globale du programme iconographique de la villa, sinon une publication américaine de 1953, et que finalement beaucoup de chercheurs commençaient à s'y intéresser, dont nous. Et c'est pourquoi, en 1910, on vous en a parlé, le moment était venu de réunir tout ce beau monde et d'organiser le premier colloque international et pluridisciplinaire, mettant en présence non seulement les conservateurs de tous les musées concernés, ça c'était vraiment le but et c'était un moment extraordinaire, mais aussi des restaurateurs, des spécialistes du second style, des archivistes, des historiens des collections, etc. Colloque enthousiasmant auquel certains d'entre vous ici présents participaient. Un grand moment, un grand succès. Il a concrétisé cette Bosco-Reale Connection que nous étions fiers d'avoir suscitée. Pour l'anecdote, il avait fallu compter avec un invité surprise. Le colloque a failli être complètement compromis. Il n'y a pas que les problèmes d'avion, mais c'était déjà un gros problème d'avion, par ce volcan islandais au nom imprononçable. Était-ce un signe des dieux? Je n'en sais rien, mais finalement, tout est bien qui finit bien, il s'est éteint au bon moment. Il s'est calmé au bon moment. Une idée dominante transcendait les débats du colloque. Comment reconstituer la villa, d'une façon ou d'une autre? À cette occasion, nous, ici, à Marimont, nous avons simplement privilégié la construction, je dirais, d'une maquette assez grande, à échelle, bien sûr, claire, utile, didactique, et qui pouvait servir véritablement d'instrument de travail pour étudier les jeux de perspective, pour étudier l'organisation du décor, leur répartition.
à travers les différentes pièces de la villa, Pars Rustica, Pars Urbana, etc. D'autres, qui avaient plus de moyens, se sont lancés dans la 3D. Je pense à l'équipe de Richard Beecham avec le Metropolitan Museum, ou ici l'architecte James Stanton Abbott avec Bettina Bergman. Ces échanges fructueux du colloque, toutes les amitiés qui en sont issues, se sont concrétisées, on vous l'a rappelé, dans une belle publication, elle aussi pluridisciplinaire, et dont le premier volume constitue lui aussi un véritable outil de travail permettant de visualiser par la restitution graphique, cette fois, l'ensemble des fresques. Et c'est ainsi que la guirlande de l'Exèdre, elle, peut se prolonger sur les 3 murs de la pièce, visuellement, et se complétant, rapprochant ainsi New York, Marimont, Amiens. Entraîné par le pouvoir onirique des fresques, j'ai même rêvé, je vous l'avoue, de reconstituer une villa éphémère. Une structure assez légère, avec des photos imprimées sur toile à échelle réelle, là, dans le parc, à l'entrée du musée. Ce n'était qu'un rêve, bon, bien sûr. Mais les fresques romaines, en elles-mêmes, sont un rêve. Elles sont le rêve éveillé des peintres et de leurs commanditaires. Elles recréent sur les parois et au-delà des parois un monde d'illusions, de lumière bleutée, de prospérité, de piété. Les peintures de Bosco-Reale ouvrent vers d'autres horizons, d'autres paysages idylliques, d'autres villes fictives, déployant tout un imaginaire non seulement visuel, mais aussi auditif. Il suffit d'écouter le ruissellement cristallin de l'eau de la source à l'entrée de la grotte obscure, ou encore le chant des nombreux oiseaux qui s'y rafraîchissent. Un imaginaire olfactif, suggéré par la fumée de l'encens qui brûle sur l'autel. Quand vous regardez une fresque romaine, nos fresques romaines, laissez-vous gagner par la sensualité tactile des frises et feuillages, par la symétrie rigoureuse et rythmée des colonnes, par l'ironie d'un masque, par la subtilité des couleurs. Tout plaît à l'œil de ceux qui savent les regarder. Rien n'est laissé au hasard pour vous emmener ailleurs, en voyage. Un des rêves de nos rêves bosco-réaliens s'est heureusement concrétisé. En 2015, sur les conseils de la Fondation Roi-Baudouin et notamment de Madame Anne de Breuk, une demande de mécénat pour la restauration a été introduite auprès du Fonds Bailly-Latour et acceptée. Je tiens ici à les remercier personnellement, parce que vous au moins, vous avez toujours cru en ce projet, vous l'avez toujours soutenu, un projet qui a permis de nouvelles études, de nouvelles perspectives scientifiques, de nouvelles analyses. Il y avait, et il y a encore, tant à dire et à apprendre sur ces fresques. Le projet de restauration était donc lancé. Je les ai regardés partir, croyez-le bien, avec un pincement au cœur, et c'était dans l'espoir de les voir revenir guéris et plus belles encore, et de pouvoir vous les présenter ce soir. Merci. Merci à vous, chère Annie. C'est un bonheur de vous écouter. Et le prochain orateur qui est déjà là, c'est Philippe Anglebert, responsable de la régie des collections. Et vous avez, cher Philippe, suivi le chantier de construction du pavillon. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai effectivement suivi le chantier du pavillon. Et je vais vous parler un peu plus précisément ce soir, rapidement, de la vie des fresques à Marimont. Après avoir été acquises par Warroquet, les peintures ont d'abord été installées dans un petit bâtiment non chauffé dans le parc jusqu'en 1909-1910. Par la suite, elles ont été transférées dans le château de Raoul-Warroquet, dans une salle semi-enterrée, jusqu'à l'incendie du château en 1960. En 1952, on constate des dégâts qui sont dus à des infiltrations d'eau, des soulèvements de la couche picturale, des traces blanches en surface dont on présume alors qu'elles sont dues à la présence de ciment au revers. Les peintures ont été arrachées à la villa et à ses murs peu après leur découverte. On a alors appliqué directement sur le revers une épaisseur de plâtre d'environ 10 cm, puis un châssis en bois de chêne. C'est une façon de faire fréquemment employée depuis la fin du XIXe siècle. En fait, ce châssis s'est révélé dangereux pour les peintures, comme on l'a rencontré dans d'autres cas.
L'Instituto Central del Restauro intervient en 1952 durant 3 mois. L'Institut royal du patrimoine artistique par 2 fois, la dernière en 1975. Les peintures ont rencontré des problèmes d'humidité qui expliqueraient des dommages sous forme d'écaillage, et c'est vraisemblablement l'humidité piégée par le plâtre et le bois et ne pouvant pas s'évaporer par la face qui aurait donc provoqué le gonflement de la couche picturale et de ces écaillages. On relève aussi la présence de champignons à l'arrière, mais aussi en surface. Comme on le voit, l'Institut italien, comme on le voit ici, l'Institut italien décide de changer de support au profit d'un support qui est moins hydrophile et plus léger. Et comme une couche épaisse de moisissure s'était développée en certaines zones entre la couleur et l'enduit, les restaurateurs ont dû alors procéder à un amincissement très drastique, très important de l'enduit en allant presque jusqu'à la couleur. Ils appliquèrent ensuite au revers un nouvel enduit, puis une grille métallique. On voit la minceur de l'enduit concerné. Ils effectuèrent ensuite un nettoyage et il n'a pas alors été possible d'éliminer les traces provoquées par la présence du châssis de bois au revers. En 1975, les fresques sont installées dans un nouvel espace qui est encore aujourd'hui la salle où elles sont présentées et où l'on a déployé la scénographie actuelle. Une petite fontaine y est installée. Et comme si cela ne suffisait pas, le chauffage est coupé pendant 4 ans durant le désamiantage du musée. Les déformations de l'enduit et les fissures témoignent du rôle du support de l'époque qui est susceptible de bouger selon les variations climatiques ambiantes. Il faut se rappeler que l'enduit n'est conservé que sur une épaisseur de 2 mm à 3 cm, ce qui est extrêmement fin. Les mouvements du support impactent donc cet enduit, provoquant des fissures et des pertes de matière. 1975 voit également l'Institut royal du patrimoine artistique intervenir. Parmi ces opérations, on peut retenir notamment des fixages de soulèvement, des bouchages et des retouches. Béatrice Amadei, à qui ce très bref récit de la vie des fresques doit beaucoup, va à présent vous détailler les modalités de l'importante campagne de restauration qu'elle a coordonnée. Et donc, juste avant d'accueillir Béatrice Amadei, voici Nicolas Amoroso qui a succédé à Annie Verbank-Pierrard. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis extrêmement ravi et honoré de pouvoir clôturer cet exposé collectif. Je tâcherai d'être bref, rassurez-vous. Et je terminerai par une question fondamentale qui a nourri le projet. Comment rendre accessible et intelligible aux visiteurs, à tous nos visiteurs, cet ensemble exceptionnel de peintures murales romaines? Alors, les éléments qui viennent d'être exposés par mes 2 collègues ont conditionné le projet d'une nouvelle médiation des fresques sur laquelle nous avons travaillé ces 2 dernières années. Les nombreuses réflexions qui en découlent ouvrent alors de nouvelles perspectives de recherche et de valorisation. Alors, il n'est pas inutile de rappeler, mais vous le devinez déjà, tous les défis posés par un tel ensemble, puisque les fresques constituent effectivement les dernières traces matérielles d'une villa qui a été réensevelie après la fouille. Les 8 panneaux proviennent de 4 salles différentes qui ont, elles aussi, des fonctions distinctes. Elles présentent des dimensions et un répertoire décoratif varié. Et à juste titre, et c'est ce qu'il y a là de plus fascinant dans cet ensemble, c'est qu'elles offrent un véritable condensé, presque une synthèse de l'intégralité du décor de la villa, mis à part bien sûr la mégalographie, comme l'a souligné Annie Verbank. Pour rendre compte de cette distribution spatiale telle que vous la voyez à l'écran, la scénographie du pavillon joue un rôle clé, comme vous le présentera dans quelques minutes les architectes et scénographes du pavillon, dont je montre ici le plan explicatif et illustratif du propos scénographique. Donc c'est vraiment une prouesse que d'avoir su intégrer cette distribution spatiale dans un espace aussi restreint. Cette lecture, elle est induite par la scénographie
et est dorénavant nourrie par de nouveaux dispositifs de médiation, en particulier une nouvelle maquette ancrée sur la maquette précédente issue des travaux de 2010 et 2013, qui sera rétroéclairée. Alors je ne veux pas vous la dévoiler tout de suite, je vous montre le projet et la technique qui est choisie, qui est celle de rétroéclairer les parois, et également d'utiliser un système de boutons poussoirs, mais vous la découvrirez d'ici quelques minutes. La médiation intègre également une borne interactive aux contenus multiples avec les restitutions 3D dont on a déjà parlé, un documentaire sur la restauration et aussi des films d'animation qui expliquent la technique de la fresque. Alors ces dispositifs jettent littéralement les bases d'une réflexion commune autour des modes de présentation et de médiation des fresques de Bosco Real qui sera nourrie à l'avenir, nous l'espérons, par des collaborations avec les autres institutions qui en ont la charge. Ce profil assied à l'horizon le lancement de projets internationaux qui viseront à reconnecter, comme l'avait fait le programme de 2010 et la publication de 2013, de reconnecter toutes ces institutions et peut-être, pourquoi pas, de créer un nouveau modèle 3D. L'année 2023 sera justement marquée par l'accueil à Marimont du 34e colloque de l'Association française pour la peinture murale antique, et donc on se réjouit, après les éditions du musée d'Aquitaine à Bordeaux et du musée de la Romanité à Nîmes, d'accueillir cette manifestation scientifique qui sera pour la première fois organisée donc, en Belgique. Alors je vais m'abstenir d'en dévoiler davantage. Assurément, les occasions de poursuivre cette belle aventure institutionnelle ne manqueront pas. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nicolas, et on accueille donc à présent Béatrice Amadei qui est directrice du Centre d'études des peintures murales romaines de la ville de Soissons. Chère Béatrice, c'est à vous. Merci. Bonsoir mesdames, messieurs. C'est un très grand honneur pour nous de vous présenter aujourd'hui ce magnifique chantier de restauration qui nous a été confié par le Musée Royal de Marimont. Et j'aimerais adresser nos remerciements les plus vifs à sa direction, à Madame Annie Verbank, à Messieurs Richard Vémier, Philippe Anglebert et Nicolas Amoroso, pour nous avoir confié ces œuvres si précieuses et pour cette collaboration de confiance et d'échange. Les 8 panneaux qui constituent la collection de peintures provenant de Bosco Real, du Musée Royal de Marimont, ici avant restauration, sont bien connus de tous. Issus de 4 espaces différents de la villa, ils représentent une surface totale d'environ 25 mètres carrés. Dès 2007, nous avons été chargés d'établir un constat d'état des œuvres afin de mieux cerner l'ampleur et la nature des altérations en cours. Celles-ci relevaient principalement de problèmes de conservation de la polychromie, mais également de défauts structurels liés au support de bois et provoquant des déformations de l'enduit et des fissures. Une réfection des anciens comblements, des retouches et des repeints disgracieux s'est également rapidement imposée. Cette restauration aura été un moment privilégié pour l'étude analytique des techniques et des matériaux, étude qui a été menée par Jana Saniova, ici présente, chercheur à l'Institut Royal du Patrimoine Artistique. Ces recherches scientifiques ont été précieuses tout au long des traitements, car elles nous ont permis d'orienter nos protocoles parallèlement à la progression de ces analyses. Une équipe de 18 conservateurs-restaurateurs spécialisés s'est constituée au Centre d'études des peintures murales romaines tout au long du projet, en fonction de leurs compétences spécifiques. Et je tiens également à leur rendre hommage aujourd'hui, et notamment à mon collègue Badi, qui est derrière vous. Les dimensions et les poids imposants de chaque panneau, associés à la fragilité extrême de la peinture, excessivement amincie par le passé, ont nécessité une logistique très particulière lors des déplacements des œuvres, du musée jusqu'au laboratoire de Soissons, au cours des différentes phases de traitement, puis lors de la réinstallation dans leur nouvelle scénographie. Tous ces déplacements ont été effectués avec brio par l'entreprise mobile de Daniel Bullings et la régie des œuvres du Musée Royal de Marimont sous la direction de Philippe Anglebert. À leur arrivée au laboratoire de Soissons, les panneaux ont été installés face vers le bas afin de procéder à l'enlèvement des châssis de chêne de 1952, des éléments métalliques responsables des déformations de l'enduit et de certaines fissures.
Ces anciens supports ont été remplacés par des supports inertes et beaucoup plus légers en nid d'abeilles d'aluminium. Toutes les altérations concernant la couche picturale ont été traitées par injection de résine acrylique, de mortier hydraulique à base de chaux. Le nettoyage fin de la couche picturale, destiné à cibler les brillances des fixatifs appliqués au cours des précédentes campagnes de restauration, et à ôter les jus colorés et les repeints, a été mené grâce à un protocole mis au point par l'équipe de Françoise Joseph et Julien Assoun, et basé sur l'utilisation des gels Volberth. Nous avons enfin procédé à la réfection des comblements, au traitement des lacunes et aux retouches. En effet, la plupart des anciens comblements, très hauts et souvent débordant sur la couche picturale, ont été abaissés ou éliminés mécaniquement. L'enlèvement des repeints a permis de remettre au jour certaines zones du décor original, jusqu'ici camouflées par les ajouts du XXe siècle. L'un des deux panneaux provenant de la pièce I offrait un aspect sensiblement différent de son pendant. Le rouge vermillon, seulement visible sur les bords, était dissimulé sous un repeint rouge sombre, probablement appliqué lors de la mise sous cadre pour la vente de 1903. Une formulation spécifique de gel rigide à base de Névec et d'un mélange éthanol-acétone dans une solution tamponnée a permis de restituer au décor ses coloris d'origine. Aujourd'hui, les deux panneaux sont à nouveau cohérents. Les traitements de retouche ont été confiés à une équipe de restaurateurs italiens spécialisés dans une technique très particulière. Cette méthode de restauration colorée à système visible, exécutée à l'aquarelle, au point extrêmement fin, il faut imaginer plusieurs points colorés sur une surface d'1 mm², exécutée à l'aquarelle, est particulièrement bien adaptée à la fresque. Les problèmes esthétiques et les repeints abusifs laissent place à des retouches extrêmement raffinées, mais discernables, en accord avec les déontologies professionnelles en vigueur. Grâce à ce travail de retouche, la lisibilité du décor est visiblement améliorée. La matière de la fresque a retrouvé son authenticité, les décors leur harmonie. Pour parachever leur nouvelle mise en valeur de ces œuvres inestimables, il fallait aussi repenser leur scénographie, et c'est ce qu'a réalisé le studio SNCDA, à qui je laisse la place, à sa directrice, Madame Sarah Noël Costa. Sarah Noël qui est accompagnée de l'artiste Richard Venley qui a aussi travaillé à cette scénographie. Bonjour. Donc, d'abord, merci beaucoup au Musée Royal de Marimont de nous avoir choisis pour faire ce beau projet. Et voilà, c'est une scénographie que nous avons fait à 4 mains parce que voilà, Richard et moi ont une certaine fascination pour de comment exposer les œuvres, et il y a toujours une réflexion spatiale sur la lumière, et donc voilà, c'était l'équipe qu'on a formée pour travailler sur ce projet spécifique. Attendez, donc je dois juste regarder. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé des fresques, et en fait, j'avoue que j'ai oublié, à force de travailler 2 ans avec ces œuvres merveilleuses, j'ai oublié à quel point elles étaient... En fait, ça devenait partie de mon quotidien, et donc j'ai oublié à quel point elles étaient exceptionnelles. Et maintenant, voilà, aujourd'hui, c'est la fin, il faut qu'on les lâche, et elles ne sont plus à nous. Voilà. Donc, en fait, ce qui était important pour nous, donc on appelle un peu le pavillon la villa, c'est que le fragment d'un ensemble est plus juste qu'un fragment. Donc, en fait, ce qui était important pour nous, c'était de ne pas montrer les fresques une à une, mais de les remettre dans un contexte qui n'existe plus. Donc, je passe rapidement à travers les salles. Donc, à gauche, donc, la villa originale, qui est une grande villa de plusieurs centaines de mètres carrés. Et donc, nous, on avait l'enjeu de devoir les exposer dans une pièce qui fait une 50aine, 60aine de mètres carrés. Donc, comment donner une sensation d'espace ou de les remettre dans une situation alors que la situation n'existe plus. Donc, rapidement, ici, donc la salle G, ce qu'on a fait, donc on a étudié en détail les livres de Madame Burbank. On a schématisé, on a synthétisé les différentes pièces, et
voilà, on a essayé de voir comment on pouvait les mettre en œuvre. Donc, je passe rapidement à travers les salles. Donc, on a les murs. Donc ici, ce qui était important pour nous, c'est de travailler sur les dimensions, de travailler sur les hauteurs, de travailler sur les relations que les fresques avaient entre elles, les relations que les fresques avaient avec un extérieur, ou la relation que les fresques avaient avec une fenêtre, donc avec des apports de lumière. Donc je repasse ici un peu à travers toutes les fresques. Voilà, donc quand on va à Pompéi, ce qui est merveilleux, ce qui est incroyable, c'est d'avoir ces fresques dans leur contexte. Et donc voilà un peu, j'ai pris des images juste pour montrer. Donc ce qui est important, c'est l'apport de lumière, mais c'est aussi le contexte. Maintenant, la villa de Bosco-Real était une villa seule, mais elle va se retrouver dans le contexte du musée de Marimont. Donc nous ne pouvons pas faire abstraction du musée. On va les ramener dans un espace, et cet espace, il est important aussi. Il faut jouer avec les deux pour les magnifier. Donc voilà, et ce qui était important aussi, c'est ce qui est très beau quand on va en Italie, c'est qu'on voit les fresques en direct. Il n'y a pas de vitrage, il n'y a rien, donc on peut les voir de près, et on peut les voir de manière littérale. Et ça, c'était très important pour nous de recréer ça aussi. Richard, tu m'interromps, oui, si jamais tu veux dire quelque chose. On a 7 minutes, donc c'est un peu difficile de faire une conférence à 2 personnes, donc voilà. Donc, ceci, c'est l'exercice que nous avons fait. Donc, nous avons pris les différentes salles et nous les avons superposées les unes sur les autres. Il y a un pointeur quelque part ici, je pense. Je ne suis pas sûre. Non ? Oui, il est ici. Donc, voilà, par exemple, ici, la salle G. Donc, on voit, elle reprend ceci. Bon, on les a un peu toutes superposées. Et ce qui était important, en fait, c'est de se dire, oups, il en a un... Je ne suis pas très forte en pointeur. Attendez. Je vais dans le mauvais sens. Là, je vous ai montré toute la présentation, je retourne. Je suis désolée. Hop, c'était là. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir ces rapports de profondeur d'espace. Donc c'est toujours des approximations, c'est clairement une interprétation de Nampère, donc on ne va pas faire un pastiche avec un architecte et un artiste. On a vraiment inventé un nouvel espace, tout en gardant les proportions qui étaient importantes avant. Donc voilà, donc on a gardé ensemble à chaque fois, on a mis en vis-à-vis les fresques qui étaient en vis-à-vis, on a gardé ensemble les fresques qui étaient ensemble. Voilà. Et donc, on les a réassemblées différemment. Et donc, ici, vous avez une axonométrie du pavillon. Et donc, ce qu'on a essayé vraiment de faire, c'est de se dire, voilà, donc ça, c'était le groupe qui était ensemble. On sait que la hauteur du mur, il faisait ça. Mais, donc, pour des besoins de scénographie, on a à chaque fois on a voulu marquer en fait les éléments qu'on rajoutait. Donc, on a du bois et on a des perforations, et tout ce qui est perforé, c'est notre interprétation. Tout ce qui est plein, c'est ce qu'on savait avec certitude qui faisait partie du mur. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a gardé les fresques à la hauteur de la villa originale. Donc, on n'a pas inventé une position. Donc, vous allez voir, il y a des fresques qui sont exposées de manière très haute, mais c'était leur position dans la villa. Et ce qui est important aussi, donc on a mis aussi les gens dans notre axonométrie. Donc, c'était une villa pour des gens. Donc, il y avait une perception des gens de leurs fresques. Donc, on n'est pas dans un espace vraiment muséal, on est presque dans un espace domestique. On remet les fresques à échelle humaine, à l'échelle du visiteur. Aussi rapidement, un plan. Richard, tu veux dire quelque chose? Je crois que ce sera plus simple. On va être un peu plus court. On va juste aller voir le pavillon, ce sera plus agréable. Donc, voilà. Donc, avec l'aide de nos ingénieurs, donc, il y avait eu ces problèmes de conservation des fresques. Donc, nous, on avait clairement eu la demande de construire un pavillon qui permet de laisser respirer les fresques aussi au dos, d'avoir un pavillon léger qui ne touche pas les fresques elles-mêmes, le nouveau cadre en nid d'abeille. Donc, avec nos ingénieurs Bollinger-Groom, on a calculé une structure métallique très légère, qui a été construite et pensée de manière incroyable par l'entreprise Chloroform et Peter Blondet qui est ici dans le public, parce que voilà, il a été un partenaire indispensable aussi au projet. Donc c'était vraiment un projet. Il n'y a pas que Richard et moi, il y a les ingénieurs, il y a tous les corps de métier aussi du musée. Donc tout le monde a été indispensable pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc voilà, ici une vue d'ensemble. Donc je vous invite à aller aussi voir sur la passerelle qui surplombe l'espace du musée. Donc, vous voyez ici, c'est une mise en contexte du pavillon. Donc, le pavillon, il est dans un contexte. Il y a le jeu d'une lumière naturelle qu'on a essayé de continuer. Ici, c'est une photo du chantier.
Donc il y avait cet éclairage artificiel, mais un éclairage artificiel qu'il y avait aussi dans les villas, donc on a fait un autre maintenant dans le pavillon. Et donc ce qui est important, et ce qui est très beau, c'est de garder les heures du jour, la journée qui passe. Donc on a à chaque fois, voilà, la fresque, la vision qu'on a des fresques évolue au cours de la journée et à chaque fois on découvre un détail différent, on les perçoit différemment. Donc c'était très important pour nous de les refaire vivre d'une certaine manière, mais en se concentrant uniquement sur la fresque elle-même. Donc voilà, quelques collages voilà, du visiteur, donc qui va réexpérimenter les fresques de la manière dont les Romains le faisaient. Voilà, c'est tout. Merci. Merci à tous les deux. Alors effectivement, on ira voir le pavillon, mais ce sera juste après la conférence de notre invité d'honneur, le professeur Massimo Osanna. Alors vous avez compris qu'il avait dirigé le parc archéologique de Pompéi pendant de nombreuses années et qu'il était aujourd'hui le directeur général de tous les musées d'Italie. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est le titre de cette conférence qui s'intitule « Les nouvelles découvertes de Pompéi » et qui est en lien avec son dernier ouvrage, vous le voyez là, avec la couverture orange. Cher professeur, c'est à vous. Merci. Madame et Messieurs, Madame la ministre de la Culture, Madame la ministre de la Recherche, Monsieur le directeur, mon ami Richard Vimier, chers collègues, chers amis, je suis honoré d'être ici. Vraiment, c'est un plaisir parce que c'est très important pour nous cette coopération internationale avec un musée comme Marimont. Alors, je me remercie pour l'invitation. Avant de commencer la conférence, j'ai un très court vidéo sur les nouvelles fouilles, seulement des minutes, et après je vais commencer. Aspetta. Vai, è il momento. Mamma mia, che bello! Ma è stupendo anche rispetto alla fotografia. Tra l'altro conservato molto bene, devo dire, con quest'albero al centro, fantastico. Mi rendo conto ed è solo un'impressione, però al momento l'impressione è questa, che gli individui adulti siano tutti in questa parte della stanza, siano morti tutti o quasi tutti qui. Questo è veramente l'immagine drammatica di quell'ultimo momento che con lui riusciamo quasi a vivere, la drammaticità di un momento incredibile che fino adesso leggevamo solo sui libri. Ecco, guarda, questa è bellissimo, guarda. Sembra una volta questa. La scoperta del cavallo è stata sensazionale ed è stata un'emozione straordinaria per tutti noi che abbiamo lavorato, perché non ce l'aspettavamo, francamente.
Voilà. Je commence avec cette peinture d'Édouard Sand. Édouard Sand découvre Pompéi en 1864 et reporte quelques notes rapides sur la ville dans ses souvenirs d'Italie. La vive impression que lui laisse la ville vésuvienne et les fouilles en cours lui inspire cet tableau fouille à Pompéi avec une scène très vivante située de façon tout à fait réaliste là où on faisait des recherches dans cette époque. La partie supérieure des colonnes peintes de rouge émerge de la Pili au sommet du manteau de cendres volcaniques des ouvrières aux gestes solemnes s'apprêtent à se charger sur la tête des paniers de la Pili. Jean Cocteau. Jean Cocteau visite Naples et Pompéi en mars 1917 avec Pablo Picasso, Sergei Diaghilev et Léonide Massine. En plus de la lettre à sa mère que ça, des photos témoignent d'une rencontre avec la ville antique qui sera très féconde pour tous les groupes, et notamment pour Picasso comme grande source d'inspiration. Dans les souvenirs des voyages de Sand et de Cocteau, on observe une certaine familiarité avec la ville. Dans le cas du poète, il s'agira d'un véritable retour à la maison, comme il l'écrit. Pour Sand, tous les voyages en Italie évoquent l'Antiquité et un sentiment de proximité culturelle vis-à-vis du monde classique. Il dit avoir eu la sensation d'avoir parcouru pour la 10e fois des lieux qu'il n'avait plus revus depuis longtemps, sans pour cela avoir cessé de les garder en mémoire. Souvenir des voyages et redécouvert d'une appartenance culturelle, d'une proximité qui bouscule les tempes, se mêle un dépassement surréel pour aboutir au fait que Cocteau reconnaît les pauvres décombres de la ville enterrée par l'éruption. L'enchantement dans les deux cas est tout d'abord dû à une harmonie extraordinaire entre nature et histoire, signe distinctif du golfe de Naples encore jusqu'à les années 50. On le comprend bien d'ailleurs quand on revoit les séquences poignantes de Viaggio in Italia de Rossellini. C'est une époque où il existait encore en Italie ce que l'on appelait les voyages pittoresques, permettant de nourrir l'intellect d'un sentiment esthétique intense, dans une géographie profondément marquée par l'histoire. Dans les deux descriptions, le Vésuve est l'élément dominant, omniprésent, la montagne accueillant de loin les visiteurs pour l'introduire à l'histoire et l'accompagner le long d'un parcours lui permettant de se rapproprier de son propre passé. Le Vésuve fabrique dans les monts de Cocteau, le Vésuve fabrique tous les nuages du monde. La mer est bleu marin. Il pousse des jassants sur les trottoirs. La première réflexion alors, c'est celle de la proximité ressentie et de la familiarité de Pompéi avec sa double vie, intense, dramatique, polyédrique, et avec ce que cela a signifié pour l'époque moderne et pour notre monde contemporain. On a essayé de toutes parts de signaler, de souligner l'écart entre le monde classique et le nôtre, la césure inéluctable qui nous sépare de l'expérience de l'âge moins ancien, emportée et bouleversée par la chute de l'Empire romain pour l'apparition du christianisme et l'effet de l'Europe médiévale. Et pourtant, malgré l'abysse qui s'est creusé avec des changements de croyances, des rites, des religions, des modalités de relations et des représentations du réel, il reste à Pompéi une impression qui cause un dépaysement et en même temps une idée familière de proximité. Une impression suscitée à Pompéi par toutes ces traces de vie quotidienne qui ne nous sont plus accessibles ailleurs. Wolfgang von Goethe,
Voyant pour la première fois des maisons des gens simples vivant dans une ville moyenne de l'Italie antique, bien différente de l'image monolithique de l'Antiquité que donnent les ruines majestueuses de Rome, découvre avec étonnement l'espace étroit de la ville, les petites pièces de maisons qui ressemblent à lui plutôt à des maisons de poupées que des vraies maisons. Il raconte s'être rendu avec Tischbein à Pompéi en admirant tous les vues magnifiques qu'avaient déjà fait connaître les paysagistes et qui s'est présenté à lui dans une vue d'ensemble splendide. La découverte de Pompéi est exaltante comme jamais. Stupéfié par cette atmosphère de vie quotidienne, Goethe déclara que de nombreuses catastrophes se sont produites dans le monde, mais qu'il n'y a peu ayant procuré autant de joie à la postérité comme Pompéi. Il semble reporter Goethe semble reporter plutôt une distance qu'une idée de proximité à propos de cette visite de 1787. Mais après de Goethe, surtout avec la nouvelle Pompéi de Fiorelli, le premier surintendant de l'unité d'Italie, les impressions qui se succèdent seront de plus en plus de proximité plutôt que d'extranéité. De nouvelles visions animeront la réinvention d'un Pompéi imaginaire en donnant lieu en parallèle par rapport aux recherches scientifiques à la recomposition du monde idéal fait d'évocation et de transfert comme métaphore psychoanalytique également dans un court-circuit temps-espace onirique ou pas. Je pense à Gradiva de Wilhelm Jensen dans la relecture de Sigmund Freud. Pour revenir à la proximité entre Pompéi et notre monde actuel, cette impression est due avant tout aux traces extraordinaires de vie quotidienne que la ville a rendues et continue à rendre. Ici des images de nouvelles fouilles. Dans un mouvement incessant d'extraction d'objets et de données arrachés à la terre. Des traces des objets et des mots écrits du passé qui nous sont tentés instinctivement de comparer avec nos activités et avec ce qui se passe dans notre vie quotidienne, dans notre monde contemporain. La possibilité de parcourir les rues pavées d'une ville, ces trottoirs, en jetant un coup d'œil dans la porte d'une maison pour en observer la profondeur jusqu'à les jardinets ou des grands péristyles, et posant les regards sur des comptoirs, des caupone, tabernes, popines et des boutiques artisanales, permet de percevoir directement la sensation de familiarité que nous avons avec l'espace urbain et la vivacité des rues méditerranéennes, tirant justement leur origine de ce genre d'expérience. D'un côté, notre intérêt est attiré, à tort ou à raison, par la possibilité de trouver un point de départ, de donner une origine à nos expériences et à nos façons de vivre. De l'autre, nous sommes fascinés par la possibilité d'établir une comparaison et par le fait de découvrir des affinités avec le passé, permettant de sauter dans les temps, de combler les hiatus entre aujourd'hui et hier, ce qui trahit peut-être l'illusion que s'est fait l'homme d'une continuité à l'avenir. Voici un témoignage pour tout dans l'innombrable compte rendu des voyages que l'on peut retrouver, car il se succède en grand nombre entre le 19e et le 20e siècle. Je voudrais présenter celui de Madame Ashton Yates. Elle a noté qu'elle est très fascinée à Pompéi et surtout après dans la visite du musée de Naples de
des choses qui signent une continuité avec la vie quotidienne de contemporaine. Et voilà, ici, là, elle qui note que les fruits ne l'étaient pas méconnus à Pompéi, parce qu'elle a vu dans une vitrine du musée un gâteau redécouvert des noix et des autres fruits. Et après, encore, elle dit, sans oublier la présence d'une série complète d'outils pour couper la pâte, rassemblant à ce dont se servaient les pâtisseries aujourd'hui pour préparer des décorations. Et encore, elle va décrire les colliers, les broches, les bracelets qu'elle a rencontrés dans des vitrines, et aussi les fruits dans les laboratoires de Pompéi, évidemment, et les bijoux qui ont attiré la Madame Ashton. Et elle continue avec les récits, décrivant la visite chez les bijoutières pour voir à quel point on était des bijoux commandés comme copie conforme des modèles antiques retrouvés. De la cuisine des rues aux bijoux, à l'amour des jardins, de cette nature qui pénètre dans les maisons, aux expériences domestiques que Goethe trouvait insignifiantes, mais Le Corbusier, des retours d'Athènes, percevaient par contre comme modèle méditerranéen à imiter. Aux fontaines dans les rues, au système d'égout, etc., tout rapproche Pompéi de nous de façon impressionnante. Des villes mortes, elle devient soudain très vivante et tout à fait actuelle. Pour en revenir encore à l'idée de proximité, il suffit de penser à l'actualité impressionnante des graffitis que l'on gravait sur les murs de l'ancien Pompéi. C'est tellement courant que quelqu'un a écrit sur un mur de Pompéi à l'intérieur de l'amphithéâtre. Voilà, c'est là. C'est là, mettons, mon cher mur, que tu ne te sois pas encore écroulé pour ne plus supporter une telle quantité de bêtises de la part de ceux qui t'écrivent dessus. Et dans cette vaste humanité où émergent des messages en bouteille arrivés jusqu'à nous du naufrage de toute une ville comme Pompéi, de nombreux textes nous impressionnent pour cet retour si proche et familier sous d'éternels sujets, ou plutôt éternellement contemporains, tels que l'amour, l'amitié, la nostalgie, la rancune, l'arrogance, la sexualité sous toutes ses formes. Elle nous confirme aussi la vigueur des compétitions politiques locales grâce aux graffitis électoraux inscrits au coin des murs qui nous révèlent le nom de nouveaux prétendants à la magistrature locale. C'est Élisée Elvio Sabino, un homme bien digne de l'État. Elle nous rappelons enfin l'obsession du sexe. Comme en attestant les inscriptions qu'on a retrouvées dans les nouvelles fouilles, les inscriptions obscènes à tous les coins de la rue. Ici, les mots cunilingus et fellation font partie des petites découvertes archéologiques qui nous rappellent la vie quotidienne et grillarde de ces ports méditerranéens. Encore la dernière inscription trouvée, que c'est aussi très sympa, sur un mur de la ville, de la rue qu'on a découvert dans la région 5. Avec la permission des conseillères, c'est lié et sacré. Je vous demande d'échapper à la défécation. Je vous attrape à proximité, ne vous fâchez pas. Vous serez condamné à une amende de 20 sesterces. Défécateurs, méfiez-vous de la malédiction. Dans les espaces urbains et domestiques, dans les invectives de la rue, les plaisanteries sarcastiques, les obscénités sexuelles, les citations poétiques ou amoureuses, on retrouve facilement des aspects de notre civilisation, de nos comportements, de notre façon de penser, les caractères polyédriques d'échange avec les autres. Souvent
avec ces légers détachements qui nous rassurent sur la distance et donc sur notre évolution présumée du point de vue des coutumes et de l'humanitas. Il faut aussi souligner un autre aspect, peut-être le plus révélateur en raison de la capacité qu'il a de survoler plusieurs siècles en interrompant le passage même du temps et ses fractures historiques. Celui de la matérialité des objets. L'omniprésence des objets dans cette civilisation lointaine, comme dans la nôtre, la variété des matières utilisées, formes, décorations, emplois, réemplois, permettent d'établir un rapport immédiat entre l'Antiquité et le présent. Tout d'abord, parce que ces objets sont le témoignage de ces vies interrompues par l'éruption. Ils ont été manipulés, utilisés, cassés et jetés par ceux qui allaient être tués par les volcans, par ceux qui ont réussi à s'enfuir et qui n'ont laissé aucun témoignage de leur existence. Quoi de plus fascinant et en même temps de plus inquiétant que de voir compter, penser des objets que portaient les gens dans leur fuite désespérée, à partir des clés des maisons, toutes simples, dans l'espoir de pouvoir retourner, revenir, et jusqu'aux pièces de monnaie et porte-bonheur, ou encore ce qui avait été caché avant la fuite, tels les trésors d'argent de la maison de Ménandre ou du complexe de Moregine. Des objets comme des épaves du naufrage du temps passé qui fascinent en raison de leur appartenance lointaine à des vies qui nous ont précédées, avec lesquelles tissaient en raison des liens, mais qui ont été interrompus de façon dramatique par une catastrophe naturelle. Et cet émerveillement se doit non seulement à la perception de l'état de conservation extraordinaire des objets, des éléments protégés pendant des siècles par les lapillis, mais surtout à la compatibilité avec nos expériences du quotidien, avec nos choix décoratifs possibles. Les objets deviennent fondamentaux dans leur matérialité durable parce qu'ils racontent des biographies d'êtres humains qui ne laissent pas souvent d'autres traces dans l'histoire. La Pompéi contemporaine est l'héritière d'une épopée liée à sa seconde vie qui fut fort longue. L'époque actuelle, avec notre Pompéi contemporaine, peut être considérée comme ayant commencé par l'écroulement de la Schola Armaturarum en 2010. C'est l'écroulement qui a inauguré une succession plus ou moins significative des fondements des murs et des toitures. Ceci a attiré à nouveau l'attention des médias sur Pompéi et a fait savoir au monde entier qu'une bonne partie de la zone archéologique était dans un état critique. Le cas de la ville vésuvienne fut utilisé à l'extrême pour dénoncer les malaises dans lesquels se trouvait la gestion de notre patrimoine culturel, notre italien. C'est dans ce climat qu'a pris forme le grand projet Pompéi, mis en œuvre entre 2014 et aujourd'hui. Le grand projet a permis de mettre en œuvre toutes sortes de forces et de compétences animées par une volonté commune de faire bien et vite. On a entrepris des programmes importants de conservation et de sauvegarde de Pompéi, en trouvant des solutions à de nombreux problèmes qui n'avaient jamais été affrontés auparavant. On a mis en sûreté une bonne partie de la zone archéologique, en restaurant et en ouvrant des zones entières avec des dessins de bâtiments et des rues fermées au public depuis très longtemps. Ici, quelques images avant et après les restaurations.
des maisons avant et après cet grand projet Pompéi. Voilà, avant et après. Après cette restauration, on a fait partir une politique d'entretien programmé, la véritable absence de la scène pompéienne dans les dernières années. Ces nouvelles interventions capillaires étendues pour la première fois à toute la ville ont changé radicalement l'image de Pompéi, en éliminant cette perception de dégradation, de précarité diffuse qui avait caractérisé les passés les plus récents. Le changement est dû au mérite d'une équipe interdisciplinaire, des fonctionnaires et des professionnels qui ont coopéré pour sauver Pompéi. C'est de cette réflexion qu'est née une idée profondément différente des interventions de mise en sécurité et d'entretien. On est passé des pratiques de chantier typiquement opérationnelles et dépourvues d'une vision procédurale à des procédures d'organisation, d'études et de contrôle et à réaliser avant, pendant et après les phases strictement exécutives. Mais le grand projet Pompéi n'a pas seulement concerné la mise en sûreté et l'entretien. Il a englobé des programmes ambitieux ayant impliqué tous les aspects cruciaux que présente un site complexe comme Pompéi. D'un côté, la gestion des conditions hydrogéologiques du site et la consolidation des fronts de fouilles, là où s'étaient arrêtées les fouilles du 19e siècle. Et de l'autre, une attention particulière à son exploitation, la valorisation, avec l'élaboration de nouveaux parcours, entre autres celui pour visiteurs avec des capacités limitées, ainsi que la définition des systèmes de communication et de vulgarisation, notamment les plans de la connaissance, des archives informatiques énormes, un instrument fondamental technologiquement très avancé pour la télésurveillance systématique et continue du site. L'attention accordée à la recherche s'est concrétisé notamment dans le lancement d'un projet ambitieux ayant pour but la reprise des recherches sous terre dans la région 5. Là, on a commencé en correspondance d'un nouvel axe nommé Ruelle des Balcons à cause des maisons qui ont conservé leur menianum. Ça signifie des balcons, sur la côté ouest de cette ruelle. De ces côtés, diverses maisons d'habitation et de nombreuses boutiques donnent sur la ruelle, de même qu'une taverne que j'ai déjà montrée. C'est une popine. En entrant dans la rue, on tombe sur une maison à la façade antique et solemne, qui est juste directement l'imposante maison des Albuci, la maison des Nozze d'Argento, qui était déjà fouillée dans le passé. Cette nouvelle maison, la maison entièrement mise au jour dans les 2018, elle a été nommée Maison d'Orion en raison des mosaïques exceptionnelles trouvées à l'intérieur. Voilà la maison, la planimétrie, qui est une maison du IIIe siècle, refaite dans le Xe siècle et aussi dans le 1er siècle. Et voilà ici les deux mosaïques. J'ai choisi cette soirée de porter l'attention sur cette mosaïque parce que c'était impossible de parler de toutes les nouvelles découvertes. Mais je pense que ça sont très significatives parce que c'est aussi un thème de recherche que c'est très intéressant. In un musée comme Marimont où la recherche est très importante. C'est à partir des mystérieux thèmes des mosaïques retrouvés dans cette belle maison qui a été dénommée une fois son iconographie déchiffrée, la nouvelle demeure mise au jour.
Les mosaïques décorent des pièces de la partie de la plus ancienne de la maison, celle qui entoure l'atrium ici, et sont deux chambres, c'est une aile, l'ala, et un cubiculum. Les pavements sont très anciens. Ces sols remontent à la première moitié du Xe siècle avant Jésus-Christ, partie intégrante d'un aménagement réalisé pour rénover l'ancienne maison du IIIe siècle avant Jésus-Christ. En les dotant des sols raffinés et en la mettant ainsi en adéquation avec les nouveaux standards urbains en vogue dans toutes les villes, les cités d'Italie à cette époque, dans le Xe siècle avant Jésus-Christ. Pour faire place aux des mosaïques dans les anciens pavements, les sols anciens ont été redécoupés au centre. Les mosaïques ont donc été insérées dans un second temple, reprise d'un autre ensemble. De où c'est difficile de comprendre maintenant. Les scènes sont complexes et sans point de comparaison. Doit se comprendre comme un programme décoratif important voulu par les maîtres de la maison. C'est lui qui a cherché ces deux mosaïques et a décoré avec les deux pièces, redécoupant les anciens pavements de la maison. Je commence avec... non, excuse-moi, je voudrais commencer, avec cette mosaïque. Ici est représenté un héros chasseur. Non un chasseur normal, mais bien plutôt un chasseur d'animaux disparates, animaux domestiques, bêtes féroces, monstres. Il nous faut donc aller à la recherche d'un chasseur mythique, l'héros par excellence, à qui l'on attribue dans la tâche de délivrer la terre des bêtes sauvages, prémisse nécessaire à la vie civilisée, où la nature est désormais soumise à la culture, et sans aucun doute Héraclès. Dans notre cas, cependant, la scène ne renvoie pas à aucune des 6 fameuses aventures d'Héraclès. Il fallait donc clairement chercher ailleurs. Mais un élément particulier allait inspirer la recherche et donner un nom à notre chasseur, bien cambré sur ses jambes, tenant les animaux en laisse, c'est l'énorme papillon qui accompagne l'héros dans cette aventure. L'insecte semble jouer le rôle de protagoniste de la scène. Que signifie donc ce papillon? Qui est le chasseur? Les éléments à prendre en compte pour arriver à une identification correcte sont multiples. Il faut repartir de l'autre mosaïque ici, où le personnage principal, c'est évidemment ce personnage aux ailes de papillon, représenté au centre du mosaïque, et c'est lui qui en détient la clé pour l'identification. Avant d'analyser l'essence de la scène à la composition fortement ascensionnelle, il est essentiel de comprendre qui est le protagoniste du récit figuré. Pour qu'un personnage soit immédiatement reconnaissable par le spectateur antique, il est nécessaire de mettre en évidence certains attributs significatifs, étroitement associés au rôle et à la fonction de la figure qu'on veut les représenter. Dans notre cas, l'épée est évidemment un attribut fondamental. Sa poignée tombe exactement au centre de la composition, ressortant clairement sur les corps blancs des lettres ailées, alors que la lame, on ne voit qu'une partie du fourreau, qui est ensuite dissimulée sur les manteaux. C'est donc l'épée et les ailes qui caractérisent précisément les personnages, un héros armé avec des ailes de papillon.
Le seul être mythologique connu qui porte des ailes de papillon est Psyche, la personnification de l'âme. Psyche veut dire âme en Grèce ancienne, connue dans l'art essentiellement pour l'histoire de Psyche et Eros. Tout d'abord, notre personnage n'est pas une femme, mais c'est un mâle. Malgré sa carnation blanche, je vais expliquer pourquoi c'est blanche. Alors, malgré sa carnation blanche et ses cheveux longs, il tient une épée, attribut habituellement masculin, comme toutes les armes, sauf évidemment des cas comme Athéna et Aphrodite. Mais dans ces cas-là, l'iconographie est totalement différente. Même si cela ne nous fournit pas l'identité finale, l'allusion à Psyche nous rapproche de la solution. De fait, Psyche est l'âme, ou plutôt la personnification de l'âme, où on lui attribue une biographie mythique comme protagoniste dans les mythes d'amour. Mais dans notre cas, elle est l'âme par antonomasie, l'incarnation du concept d'âme. L'âme qui a un lien étroit avec les ciels et les étoiles. Des multiples éléments réunis de manière systématique nous amènent à une interprétation. Après les ailes des papillons et les tours du scorpion, en partie voilée sous les manteaux qui dérobent la scène du contact avec l'être allé. Si l'on rassemble les mythes grecs qui parlent d'un scorpion, les champs de recherche se resserrent fortement. Cet animal est en fait essentiellement connu pour son destin astral. Il a été emporté au ciel, devenant la constellation homonyme du ciel sud, caractérisée pour des étoiles de forte luminosité, visible en été sous notre latitude. Il s'agit d'une constellation très anciennement identifiée et dont les liens avec les mythes grecs a dû se créer sur la base d'observations visuelles et de son rapport avec les autres corps célestes. Mais si le scorpion n'apparaît dans la mythologie grecque que dans le cadre de sa transformation en constellation, il était indissolublement lié à un personnage mythologique, le héros Orion. Doué d'une stature extraordinaire et d'une grande force et beauté, l'héros Orion est enlevé au ciel avec le scorpion qui avait scellé son tragique destin. En avançant dans l'analyse, il nous fallait donc vérifier si les différents éléments identifiés sur les mosaïques convergeaient dans un système cohérent avec ce que nous savons des récits mythiques sur ces séduisants géants. Pour ce qui est de son expérience terrestre, les mythes d'Orion présentent un très grand nombre de variants, à partir d'un noyau ancien qui semble avoir origine en Béotie. Mais la transformation post-mortem en constellation est une constante. Il s'agit d'une ancienne constellation équatoriale située dans les ciels au sud du Taureau et des Gémeaux, visible surtout l'hiver entre novembre et mars. Si nous faisons la synthèse de tous les éléments récoltés, la signification qui nous paraissait hors de portée ne peut que se révéler. Notre personnage possède une carnation blanche, alors que l'usage veut que les corps des personnages masculins sont foncés, bronzés. Il porte une épée et des ailes de papillon. Parce que désormais, il n'est pas plus Orion, il est une anima, et l'âme d'Orion, la psyche qui sort de la dépouille humaine au moment de la mort. C'est très intéressant de noter que l'épée est une caractéristique essentielle de l'iconographie d'Orion, ici de l'Atlas Farnèse au Musée national de Naples. Et on peut voir ici que aussi dans le cosmos de l'Atlas,
Orion est caractérisé par l'épée. Les mouvements ascensionnels de toute la composition attestent que cette âme monte au ciel et participe donc d'un destin exceptionnel. Et les gestes également, la main droite levée vers les cieux avec la paume ouverte, et surtout les bras levés du démon ailé, démon ailé avec la main fermée et l'index pointé vers les cieux. Sous le manteau se dissimule donc la métamorphose. Le corps mort dont émerge l'âme qui doit être encore retenu par les pinces du scorpion, un moment occulté par les tissus, mais qui donnera origine à un événement cosmique. Comme nous l'avons vu, il n'y a pas d'autre représentation qui nous aideront à trouver l'essence de cette iconographie. En revanche, un témoignage impressionnant qui nous amène finalement à comprendre toute l'iconographie tellement insolite nous vient du poète latin Ovide, auteur d'un poème dédié aux métamorphoses des héros. Dans le cas, évidemment, métamorphose des héros, mais aussi des héros et des héroïnes du mythe, mais aussi des êtres humains, d'hommes. À partir de l'époque hellénistique, dans un monde où désormais même les hommes peuvent avoir un destin divin, le catastérisme vient également couronner des vies humaines. C'est le cas de César, le dictateur qui post-mortem deviendra divus, un dieu. La divinisation s'est produite à travers de l'ascension au ciel parmi les astres et la transformation de l'âme en étoile. Voilà. Ovide. La grande venue, invisible, s'arrête au milieu du siège du Sénat et soustrait du corps de son César l'âme non encore libérée. Et ne lui permet pas de se dissoudre dans l'air et l'élève parmi les étoiles du ciel. Et pendant qu'elle la porte, elle remarque qu'elle devient brillante et que des chevaux sont en fait. Et elle la laisse partir de ses sangs, qui vole plus haut que la lune et traîne derrière pendant un long espace une queue enflammée. Brille maintenant, étoile. Ça c'était Ovide. Une comète, visible pendant plusieurs jours dans le ciel de Rome, avait matérialisé le catastérisme du dictateur et son ascension au statut de divus. Ovide composait l'image de transformation en créature céleste en imaginant l'âme de César enlevée dans les hauteurs par Vénus. L'âme rappelle encore l'image transfigurée de la personne humaine. Elle emporte les traits, les cheveux. Et la chevelure qui prend feu devient symbole de la métamorphose en cours. Au point que Vénus ne peut faire autrement que de faire s'élancer l'âme plus haute que la lune, sur la psyché de César, avec sa chevelure en flamme, laissera derrière elle une queue enflammée, la comète. Ainsi, dans notre mosaïque, la chevelure en flamme ne peut signifier autre chose que le catastérisme en cours. La scène photographie la métamorphose et en immortalisant les derniers instants, presque l'aboutissement du catastérismos. Celle-ci sera achevée par Eros qui intervient avec sa dimension cosmique pour sceller la naissance de la constellation. Alors, je peux terminer avec cette interprétation disant que le premier mosaïque ne peut qu'être Orion
représentés comme chasseurs, et les papillons, c'est la métaphore de ce destin astral. Pour terminer, le grand projet à Pompéi a permis à la ville antique de Pompéi de reprendre vie encore une fois. Et ceci pour conserver et transmettre cette chef-d'œuvre d'histoire de l'humanité, profondément liée à la vie, à son immanence, à sa fin tragique. Merci pour l'attention. Merci à vous, cher professeur. Merci. Merci à vous. Alors l'heure tourne, donc on ne fera pas de questions-réponses maintenant, mais je vous invite, si vous avez des questions pour le professeur ou les autres intervenants, à les garder pour le Walking Dinner, où vous aurez tout à fait l'occasion d'échanger. Parce que là, on a évidemment l'inauguration et la visite du pavillon des fresques à faire par petits groupes. Alors, vous n'aurez peut-être pas le temps de vous y attarder aujourd'hui, mais n'hésitez pas à revenir ce week-end, pourquoi pas en famille. Il y a des visites et des ateliers qui sont organisés. Voilà, c'est un magnifique week-end d'inauguration qui a été programmé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc monter par groupe. Vous avez dû recevoir une couleur en arrivant. On va commencer par le groupe des rouges. Et on invite tous les autres à bien vouloir retourner dans le grand hall d'accueil. Et on ne va pas vous laisser sans rien, parce qu'il y a déjà un petit verre de l'amitié qui vous attend. Tout a été conçu ce soir autour des fresques. Il y a un petit apérol spritz du chant d'Éole. Le traiteur Nuzzo qui vous a concocté le Walking Dinner. Et puis vous le voyez, les montages floraux qui ont été réalisés par des étudiants de l'école d'horticulture. Et alors une dernière petite chose qui est sympa et qui peut vous intéresser, c'est qu'il y a des petits cadeaux qui vous attendent à la sortie. Merci d'avoir été là et bonne visite du pavillon. On démarre donc avec les rouges et tout le monde nous accueille jusque dans le hall. Merci à vous.